Bonjour à tous, merci de nous suivre. Touré Mamadou est le conseiller technique du président Alassane Ouattara, chargé de la jeunesse et des sports. Il est notre invité du jour. Avec lui, nous parlerons de la nouvelle constitution ivoirienne. Bonjour monsieur le conseiller. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci de nous avoir invités. Pourquoi les Ivoiriens devraient-ils voter pour cette nouvelle constitution le 30 octobre prochain? D'abord parce que cette constitution marque une véritable avancée démocratique. Ensuite parce que cette constitution nous donne des gages de stabilité à long terme. Vous savez que l'une des causes de la grave crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire, ça a été la constitution de 2000 et l'environnement dans lequel cette constitution a été élaborée. Cette constitution contenait donc des germes de division qui mettaient en mal donc la cohésion sociale. Avec la nouvelle constitution, toutes les dispositions pouvant exclure les Ivoiriens ont été enlevées et mieux nos institutions seront renforcées. Et tout cela, comme je l'ai dit tantôt, dans le seul objectif donc, de garantir la paix, la stabilité et un État démocratique. Vous parlez tout à l'heure de la Constitution de 2000 tout en décriant l'environnement dans lequel cette constitution donc, a été élaborée. Aujourd'hui, l'environnement que nous vivons avec l'opposition qui dénonce donc la démarche elle-même déjà par laquelle cette nouvelle constitution a été proposée, est-ce que nous ne risquons pas de revenir ou de revivre cette situation de 2000? Non, je ne parlerai pas d'opposition, je parlerai plutôt, ou on pourrait plutôt dire une partie de l'opposition, puisque vous avez des partis de l'opposition, tels que le parti de M. Maître Théodore, qui ont clairement pris position en faveur donc, de cette réforme constitutionnelle. Oui, effectivement, il y a des partis de l'opposition. La majorité d'ailleurs. Écoutez, je pense qu'il faut plutôt voir ça de façon qualitative et non en termes de nombre. Nous avons un 150 partis politiques en Côte d'Ivoire. La coalition de l'AFD est composée essentiellement d'un vrai parti politique qui est le FPI, mais qui se trouve très divisé, puisque la tendance notamment de Sangaré ne reconnaît pas. Justement, on ne parlera pas de ça. Et le reste, ce sont des micro-partis. Vous savez que, non, je le dis pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela. Non, je vais expliquer, parce que ça peut, si je n'explique pas, vous aurez le sentiment que c'est un mépris pour ces partis. Mais quand vous prenez le leader, qui est le parti de Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, M. Mamadou Koulibaly n'a fait que 2,45% aux élections législatives. On reviendra pas sur pour mesurer l'importance des uns et des autres et leur capacité à influer le débat, quand même, à moins de faire de l'imposture, il faut quand même que nous disions ce que vaut les uns les autres et ensuite ce que vaut leur argumentaire. Aujourd'hui, l'inquiétude, justement, donc vous parlez de ce vrai parti du FPI, nous avons Abdourahmane Sangaré, nous avons aussi Mamadou Koulibaly, nous avons d'autres leaders qui ne sont pas pour cette troisième république. Est-ce que déjà, puisque c'est un contrat social qui devrait mobiliser tout le monde, et qu'il y a déjà des leaders qui s'opposent, est-ce que demain ou après-demain dans le futur cela ne va pas arriver? Écoutez, la démocratie, ce n'est pas la recherche de l'unanimité. La démocratie, c'est un minimum de consensus et ensuite laisser la souveraineté au peuple donc d'agir. Toute la démarche qui a prévalu à l'élaboration de cette constitution a respecté ces règles démocratiques. Le chef de l'État, à l'occasion de l'élection présidentielle, dans l'ensemble de ses projets, a fait part de sa volonté de doter la de la nouvelle constitution en disant clairement des points qui seraient contenus dans cette nouvelle constitution. Mais est-ce que c'est au chef d'État de prendre cette disposition? Bien sûr, ça appuie l'ancienne constitution, le lui reconnaît. Et il avait un projet, il allait en face des Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont élu à plus de 83% pour qu'il applique l'ensemble de son projet, y compris la nouvelle constitution. Donc je poursuis pour dire que quand il a été élu, dans la mise en œuvre de cette nouvelle constitution, il aurait pu faire élaborer un texte à présenter à l'Assemblée nationale et ensuite aller au référendum comme la procédure l'indique. Il a pris le soin de recevoir toutes les couches de la société, y compris l'opposition, pour échanger. Le comité d'experts qui a été mis en place a rencontré toutes les couches, jeunes, femmes, société civile, opposition, partis au pouvoir, pour aboutir à un minimum de consensus autour de cette constitution. Donc le projet de constitution qui sera soumis à référendum est la synthèse de l'ensemble des propositions qui ont été faites. Et donc, le dernier mot revenant au peuple dans toute démocratie, le 30, nous aurons
donc le vote référendaire, où la population qui a la souveraineté, ce n'est pas Mamadou Coulibaly qui a la souveraineté, ce n'est pas Antoine Sangara qui a la souveraineté, encore moins les partis du RHDP. Ceux qui ont la souveraineté ou celui qui a la souveraineté, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Il s'agira pour cette population de dire si elle adhère à ce projet donc, de constitution ou si elle n'adhère pas. Si par extraordinaire, le 30 octobre, les Ivoiriens venaient à voter majoritairement en faveur du non, en ce moment, Alassane Ouattara est contraint à retirer ce texte. Mais si, comme nous l'espérons, la majorité des Ivoiriens non seulement se déplace, mais vote massivement pour cette constitution, en ce moment, oui, nous serons fiers d'avoir une nouvelle constitution débarrassée des germes de la division, qui garantit donc la stabilité à long terme et qui donne des gages pour des institutions fortes dans notre pays. Alors nous revenons sur ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de la démarche adoptée par le président Alassane Ouattara. Vous aviez dit que l'ancienne constitution, donc disons la constitution 2000 toujours en vigueur d'ailleurs, permettait au président de la République de prendre l'initiative de proposer une nouvelle constitution. Nous avons lu cette constitution, nous n'avons pas vu cette ligne. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que lorsque vous m'avez posé la question de savoir est-ce que le chef de l'État, je vous ai fait référence aux dernières élections où il avait part de sa volonté de cela, bien sûr. Je vous dis que d'abord, dans la dernière constitution de 2000, le chef de l'État avait l'initiative, puisqu'il ne s'agissait que de révision de la dernière constitution, l'adoption d'une nouvelle constitution n'étant pas prévue dans l'ancienne constitution, il avait l'initiative. Et le chef de l'État a aussi l'initiative de proposer aux Ivoiriens une nouvelle constitution. Aucune loi ne interdit de proposer une nouvelle constitution. Donc il a utilisé, fort de sa légitimité, parce qu'il est d'abord élu par les Ivoiriens, pour mettre en application l'ensemble de ses projets, y compris la nouvelle constitution, le chef de l'État a entrepris de proposer. Bien sûr, le chef de l'État peut prendre l'initiative, mais selon des puristes donc, du droit, une fois cette initiative prise, l'on devrait procéder à la mise en place d'une constituante qui devait. C'est quelle loi qui le dit? Il n'y a pas de loi qui le dit, on parle de la démarche. S'il n'y a pas de loi adoptée, donc s'il n'y a pas de loi, on parle plutôt de possibilité de mettre en place une constituante, comme il est possible aussi de recourir à un comité d'experts. Vous savez, toute chose dépend du contexte de l'histoire. Le débat sur la constituante, contrairement à ce que certains veulent faire croire, quand vous révisez un peu, vous révisez l'histoire, généralement, dans tous les pays où nous avons eu des constituantes, ces constitutions ont été mises en place après que ces pays soient sortis de crise ou soient confrontés à des crises. Nous estimons que la Côte d'Ivoire, depuis 2011 et surtout après les dernières élections, a retrouvé sa normalité. Le Parlement qui fonctionne normalement, l'appareil judiciaire qui fonctionne normalement, toutes les institutions fonctionnent normalement. Donc, dans le cadre d'un État normal, nous ne pouvons pas appliquer une procédure qui est généralement utilisée dans les États en crise. Deuxième chose, prenez 2000. Nous avons eu une sorte de constituante avec les CCCE, les commissions consultatives constitutionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette opposition-là, d'aujourd'hui, la classe politique ivoirienne a pris en otage cette commission, on a déversé des piles de haine, et cela a abouti à cette constitution qui certainement va disparaître le 30 octobre, et toute cette classe politique qui a déversé sa pile et avec des injures, des fantasmes exprimés, a reconnu à Marcoussi que la constitution de 2000 contenait des insuffisances, notamment des clauses qui excluaient des Ivoiriens. Alors le président de la République estime qu'avec cette nouvelle constitution, la Côte d'Ivoire va tourner définitivement à la page de ces crises qu'elle a connues. Est-ce que vous pensez que cette constitution permettra de faire mais bien sûr, parce que déjà, tout ce qui peut être germe de division entre les Ivoiriens ayant disparu dans le projet actuel de la constitution, les conditions pour que les Ivoiriens revivent encore les mêmes crises n'existe plus. Je vais quand même revenir sur une chose, parce que quand vous parlez d'opposition, je vais quand même rappeler que les membres du comité d'experts qui a été mis en place ne sont pas tous du parti non de M. Ouattara. En dehors du ministre de la Justice et du ministre Cissé Bakongo, qui est conseiller spécial du président, qui peuvent se revendiquer proche du président de la République, Ouagaogo, par exemple, un membre fondateur du Front populaire ivoirien, était l'un des porte-parole de Laurent Gbagbo lors des élections de 2010, a animé des débats sur les chaînes étrangères pendant Laurent Gbagbo. Le chef de l'État a eu à cœur, même en composant le comité d'experts, de tenir compte de l'expertise donc de ces personnes, et personne n'a mis en cause leur expertise
pour la mission qui lui a été confiée. Et ensuite, nous avons un comité composite, donc de juristes compétents, de bords politiques différents ou d'une neutralité reconnue. C'est cela. En parlant des nouvelles dispositions qui seront donc dans cette troisième constitution proposée, qui sera donc adoptée ou votée le 30 octobre prochain, le président de la République annonce, donc il a fait d'ailleurs lors de sa prestation devant l'Assemblée nationale que déjà dès 2020, il entend laisser la place à la jeune génération, d'où l'âge minimum pour être candidat à l'élection présidentielle amené à 35 ans, et le plafond qui a été supprimé. N'est-ce pas la contradiction entre laisser la place aux jeunes et en même temps permettre aux plus vieux d'être toujours présents dans le jeu? Non, il faut bien comprendre ce que le président Ouattara dit. Aujourd'hui, lorsque vous prenez toute la classe politique ivoirienne, en tout cas pour ceux qui sont encore soit à des postes opérationnels dans leur parti politique ou au niveau de l'État, le président Henri Konan Bédié, le président Ouattara apparaissent comme les derniers d'une génération. Et à partir du moment où ces deux personnalités ont décidé de ne plus se représenter en 2020, si nous considérons qu'ils sont les derniers d'une génération d'hommes politiques qui ont apporté beaucoup à ce pays, à partir du moment où ils ont décidé de ne plus se représenter, donc forcément, après eux, viendra une nouvelle génération d'hommes politiques plus jeunes. Ceci étant, le fait de lever la limitation de l'âge dans cette nouvelle constitution, mais ça obéit aussi à une logique d'enlever tout ce qui peut exclure. Vous prenez toutes les grandes démocraties du monde, il n'y a pas de limitation d'âge. Aller en Allemagne, aller en Italie, aller aux États-Unis, aller en France, aller partout. Si les Ivoiriens ne veulent pas voir les têtes des personnes qui sont d'un certain âge, mais la souveraineté appartient un peu. Je trouve quand même souvent cette opposition surréaliste. En même temps qu'on crée la démocratie, en même temps on n'a pas seulement confiance au peuple et à sa capacité de juger. Si les Ivoiriens demain en 2020 veulent quelqu'un de 35 ans qui est compétent, qui a un contenu de programme au détriment de personnes qui sont plus âgées, mais ils voteront pour cette personne qui a 35 ans. Le plus important dans le jeu démocratique, c'est qu'il soit ouvert pour que les Ivoiriens aient une large possibilité de choix et en toute connaissance choisissent les personnes qu'ils veulent à la tête de ce pays. Désormais, avec ce projet, nous avons un exécutif à trois têtes, le président, le vice-président et le gouvernement. Non, c'est pas vrai. Alors, nous avons le projet. Oui, mais c'est pas vrai. Nous avons le projet. L'exécutif a une seule tête. Nous avons le projet. C'est ce que le projet nous dit. Non. Vous avez le projet nous dit. Non. C'est pas ce que le projet a dit. Le projet dit que le chef de l'État, le président de la République, est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il a des collaborateurs, il a des personnes qui l'assistent, notamment le vice-président. Et qui est aussi élu par le peuple. Non, c'est pas parce qu'il est élu qu'une son invisible. À partir du moment où il faut regarder le contenu de sa mission, le vice-président n'a pas de pouvoir propre. Le vice-président n'a de pouvoir que quand il est délégué par le président de la République. Donc c'est le président de la République qui, selon ou dans des circonstances, délègue au vice-président une partie de son pouvoir. Alors l'article 32 qui en parle bien sûr aisément nous dit que l'exécutif sera composé de trois têtes, donc du président, du vice-président et du gouvernement. Non. Mais si le vice-président, parlons du vice-président, de ce poste de vice-président, si le vice-président est élu par le peuple, est-ce que vous pensez que le président aura, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, un pouvoir de le débattre? Non, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Vous savez, dans l'ancienne constitution ou dans les anciennes constitutions, on avait le pouvoir judiciaire qui avait une cour de cassation, une cour de compte et puis une cour suprême. Est-ce qu'on dirait donc que une cour compositionnelle, est-ce qu'on dirait donc que le pouvoir judiciaire a trois têtes? Ce que je suis en train de vous dire, le détenteur exclusif du pouvoir exécutif, c'est le président de la République, qui ne partage pas ce pouvoir avec les autres entités. Mais il délègue une partie de ce pouvoir quand il veut aux autres entités. Donc c'est un exécutif avec un chef. Le chef de l'exécutif, c'est le président de la République, et non le président et le vice-président et le premier ministre. Maintenant, il a un vice-président qui l'assiste, à qui il délègue des pouvoirs, et il a un premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement. Mais le gouvernement en charge de mettre en œuvre le programme du président. Le premier ministre ne pourra pas venir avec son programme propre à la tête d'un gouvernement
pour mettre en place ce programme. Il y a une cohérence dans ce qui est dit. Ce qui explique cette réforme, je pense que le président lui-même est revenu largement là-dessus, c'est de consacrer la séparation nette des pouvoirs. Il n'était pas logique que le président de l'Assemblée nationale, qui relève du pouvoir législatif, puisse à un moment donné succéder, assurer l'intérêt du président de la République, qui lui est du pouvoir exécutif. Vous savez, je vous laisse terminer, dans la configuration actuelle, le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, on pourrait dire qu'on ne comprend pas le président de l'Assemblée nationale, mais prenez un cas où un président est élu, après son élection, nous allons aux élections législatives, le chef de file de l'opposition arrive en tête lors des élections législatives, par des jeux d'alliance au sein du Parlement, il arrive à être président de l'Assemblée nationale, et 3 mois après, le président est empêché, obligé de démissionner ou décède. Donc le chef de file de l'opposition, qui n'a pas été voté par le peuple, pourrait se retrouver par l'ancienne loi comme président à la tête d'un gouvernement nommé par le peuple. C'est toute cette situation qu'il fallait éclaircir en permettant d'avoir une cohérence au niveau de l'exécutif. Si le président n'est pas là, il a un vice-président qui continue l'action gouvernementale. Nous revenons sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que ce projet, ou disons cette partie donc, de la Constitution, consacre la volonté du président Alassane Ouattara, disons donc, de séparer ou de respecter le principe de séparation des pouvoirs. Pourtant, avec cette nouvelle constitution, lorsqu'on parle du pouvoir législatif avec la création du Sénat, un tiers des membres du Sénat seront désignés par le président de la République. Oui, la désignation des membres du Sénat ne remet pas en cause la séparation des pouvoirs. Je vais vous poser une question, c'est vrai que c'est vous le journaliste. Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, il y a séparation des pouvoirs ou pas? Là c'est nous qui posons la question. Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, il y a séparation des pouvoirs, monsieur le conseiller? Alors, je peux vous dire les questions. Non, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, la possibilité de nomination n'a rien à voir avec la séparation des pouvoirs. Le président de la Cour suprême aux États-Unis est nommé par le président américain. Pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que la justice américaine est totalement indépendante et est séparée de l'exécutif américain. Le chef de l'État nomme un tiers des sénateurs, comme ça se fait ailleurs. On a pris l'exemple de l'Allemagne, on a pris l'exemple du Canada, de l'Irlande. Dans ces pays, vous ne direz pas que la démocratie, la séparation des pouvoirs n'est pas publique. Il faut comprendre le rôle et la fonction de chaque chambre. Généralement, le Parlement est l'émanation du peuple. Les députés, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne représentent pas leur localité. Une fois que vous êtes élu député, vous représentez la nation tout entière. Vous n'êtes pas rattaché à une localité donnée. Alors que les sénateurs, quand vous faites un peu de lecture, les sénateurs sont souvent l'émanation des collectivités territoriales. C'est-à-dire que généralement, dans les pays, ce sont les régions ou les communes qui élisent. C'est le profil qui a été défini. Voilà. Ce sont les membres des conseils des régions ou des communes qui choisissent ou élisent les sénateurs. Donc, la source de la légitimité des députés et des sénateurs n'est pas la même chose. Le sénateur, lui, ira au Parlement et si éventuellement il y a des textes en rapport avec sa région et autres, il pourra défendre. Mais pourquoi le président de la République doit-il... Mais j'en arrive. Le président a décidé de nommer un tiers des sénateurs pour permettre à d'autres couches de la société ivoirienne de participer au débat, notamment les experts, les personnes compétentes, expertes dans le domaine scientifique, sportif, culturel, ainsi de suite. Donc, il n'a pas un pouvoir absolu de nomination de qui il veut. La Constitution lui dit, Monsieur le Président, pour renforcer le pouvoir législatif, il vous est permis de nommer un tiers des sénateurs qui sont des personnes compétentes politiques, du monde de la culture, du monde sportif, du monde scientifique. Et je pense que cela va contribuer à rehausser le niveau du débat. À supposer qu'il y ait un texte, par exemple, une loi sur le sport qui arrive au Parlement, on est sûr que grâce au tiers des personnes nommées, notamment avec des personnes expertes dans le domaine sportif, le texte ne pourra pas passer sans analyse pointue donc de certaines personnes. Ça dit que... Et même la diaspora ivoirienne, vous savez qu'il y a eu un forum de la diaspora en Côte d'Ivoire ici l'année dernière,
Et cette diaspora avait fait part de sa volonté de participer à la vie de la nation. Ils avaient même proposé avoir donc des postes de parlementaires. Aujourd'hui, grâce au Sénat et grâce à la possibilité de nommer un tiers du Sénat, nous aurons la diaspora qui pourra donc participer à la vie de la nation à travers le Parlement. Ça dit que c'est un tiers, donc ces personnes choisies ou nommées par le président de la République seront les représentants directs du président au sein du Sénat. Non, ils ne sont pas les représentants du président. Ils seront les représentants des différentes catégories sociales ou professionnelles auxquelles ils appartiennent. Et d'ailleurs, le président a même dit récemment que la possibilité de nommer un tiers de personnes politiques compétentes permettra même de nommer aussi des opposants au sein du Parlement. Le fond de son idée, c'est de dire que vous avez beaucoup de personnes qui, de par leur riche carrière professionnelle, peuvent encore apporter beaucoup à leur pays. Et cette UCAM offre la possibilité de mettre ces personnes-là à la disposition de leur pays, les rendre utiles à leur pays. Le jeudi 20 octobre dernier, des leaders de l'opposition ivoirienne dont nous parlions tout à l'heure avaient organisé une marche, laquelle marche avait été donc dispersée, beaucoup ont été interpellés, arrêtés puis relâchés. Le 5 octobre dernier, il y avait un sitting annoncé par le FPI dirigé par Pascal Affi-M'Essam qui avait été annulé. Le pouvoir en place a-t-il peur des manifestations? Ah non, nous n'avons pas peur des manifestations, mais vous comprenez aussi que nous sommes dans un état de droit. Lorsque Affi-M'Essam a voulu faire sa manifestation le 5 octobre, cette date coïncidait avec la date à laquelle le président devait passer devant le Parlement. Je vous rappelle que la manifestation devait avoir lieu au Parlement. Vous comprenez qu'il est logique, et partout dans tous les États démocratiques, il serait logique pour des questions sécuritaires que ça ne peut. Mais attendez, mais dites aussi que Affi-M'Essam a été autorisé le samedi qui a suivi. Il a fait une marche, même si on a eu entre 100 et 150 personnes. Non, mais je m'apaiserai sur le nom, je vais dire, mais on est aussi de dire qu'il y a eu entre 100 et 150 personnes, mais il a pu faire sa marche. Par contre, la dernière manifestation, là nous pouvons nous poser des questions sur la motivation de la marche. Si vous me dites, et je vous concède que dans un État démocratique, toutes les organisations ont le droit de manifestation, je suis d'accord. Et je serai de ceux qui se battront toujours pour que tout le monde puisse marcher, manifester. Mais quand des organisateurs viennent vous dire que le jeudi 20, nous allons marcher, nous prenons la rue, nous ne quitterons plus la rue, nous ne sommes plus dans une marche républicaine. Parce qu'une marche républicaine, c'est un itinéraire défini. Nous partons de tel point à tel point, dans un temps défini, pour protester. Mais dire que nous prenons la rue et que nous ne quitterons plus la rue, ça c'est une insurrection. C'est un appel à l'insurrection. Et ils ont eux-mêmes créé les conditions d'interdiction de leur manifestation. Parce que la loi reconnaît la possibilité d'organiser des manifestations républicaines, mais la loi ne permet pas le désordre. Mais il n'y avait pas de désordre, ce sont des gens qui sont venus marcher. Non, je vous dis, mais quand des gens vous disent le désordre ou le risque de désordre vient de l'intention des déclarations des personnes qui ont voulu faire cette manifestation. Lorsque les gens vous disent que nous prenons la rue le 20, nous ne quittons plus la rue jusqu'à le départ de Ouattara, ils ne sont plus... écoutez, chacun joue son rôle. Le jour que ces personnes-là, qui sont adeptes du désordre, de la violence, ils comprendront que dans un État démocratique, c'est aussi des règles et qui c'est de leur droit de manifester et qui peuvent manifester, mais de façon pacifique et républicaine, en définissant des itinéraires, il n'y a aucun problème. Et je peux vous dire que s'il devait y avoir des difficultés par rapport à ça, nous serons là pour les soutenir. Mais appeler à l'insurrection pour un pays qui vient de sortir de 10 années de crise créées par eux, ça ne peut pas être accepté. Alors est-ce que vous pensez, comme Joël Bess, en porte-parole du RDR, qui disait au cours d'une interview à côté de la chaîne française France 24 que l'opposition ivoirienne manque d'arguments responsables dans ce combat ou dans cette lutte par rapport au référendum du 30? Mais si on prend point par point rapidement l'analyse, parce que lui dire comme ça pourrait faire croire à vos téléspectateurs que oui, c'est tout à fait normal, nous sommes du pouvoir. Prenons les arguments rapidement. Ils estiment que la démarche du chef de l'État est légitime. Donc, Alassane Ouattara est légitime à
initier ou proposer un projet de constitution. Je l'ai dit tantôt, il a été élu à plus de 83%. Et clairement, dans son programme, il y avait l'adoption d'une nouvelle constitution. Donc, sa légitimité, il attire de l'adoubement des Ivoiriens lors des élections. Ils estiment que la démarche du président Ouattara est antidémocratique. Il faut qu'on s'accorde sur le contenu de la démocratie. Les Grecs nous l'ont dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. La démocratie s'exerce par le peuple, soit par ses représentants, présidents, députés, ou bien par le peuple lui-même, vote référendaire. Le président de la République, après avoir consulté les uns et les autres, décide de soumettre le texte au Parlement et ensuite de soumettre le texte aux Ivoiriens. De quoi parle-t-on? Donc lorsqu'on analyse tout ça, on est obligé de reconnaître que non seulement ils sont peu sérieux, avec des arguments légers, mais en réalité, je peux vous dire que c'est plus profond que ça. Ce qui se passe le 30 octobre, avec l'adoption de la nouvelle constitution, c'est deux visions de la Côte d'Ivoire qui s'affrontent. Ceux qui ont une vision restrictive de la notion de nation, ceux qui, depuis plusieurs décennies, ont bâti toute leur idéologie politique autour de la violence, de l'exclusion, de la haine, ceux qui ont poussé des jeunes à brûler, c'est qui c'est mais c'est Antoine Sangaré, c'est le FPI. Et ceux qui ont fait le charme. Ceux qui ont fait le charme. Non, ceux qui ont fait le charme. Oui, mais je vais terminer. Ceux qui ont fait. Je ne fais pas le procès, je dis ce qui est. C'est un débat. Ceux qui ont fait le charme de Yopougon, ceux qui, en mars 2004, rappelez-vous, quand l'opposition avait décidé de marcher pour l'application des accords de Marcoussis, ont pu prendre des hélicoptères de combat pour massacrer de pauvres enfants à Port-Boué, ceux-là qui ont instrumentalisé nos parents dans les villages, et de l'autre côté, nous avons dans le village avec la pression du foncier et autres, ceux que nous avons battus à plat couture lors des élections de 2010 sont ceux-là qui voient en réalité, en cette nouvelle constitution, leur mot idéologique. Et en face de ceux-là, nous avons qui? Mais en face de ceux-là, vous avez des Ivoiriens, qu'ils soient du RHDP ou pas du RHDP, épris de paix, qui ne veut plus vivre la crise que nous avons connue, qui veut un pays stable, qui ne veut plus de guerre de succession, qui ne veut plus d'instabilité dans nos institutions, qui veut une Côte d'Ivoire de progrès. Mais les autres, qui ont eu à gérer pendant 10 ans, ont plutôt fait régresser la Côte d'Ivoire. Les seuls moments de progrès de la Côte d'Ivoire, quand vous regardez dans l'histoire, les seuls moments de progrès connus par la Côte d'Ivoire sont des moments où le pouvoir était incarné par ceux qui dirigent le pays. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'en face de ces personnes que vous avez décriées ou dont vous dénoncez le comportement tout à l'heure, nous retrouvons des Ivoiriens épris de paix qui ont eu d'aller sur une nouvelle base, bâtir un pays dans la paix, loin de la violence. Pourtant, ce que nous avons observé le jeudi 20 octobre dernier, loin de cette paix ou de cette envie. Ah non, nous l'avons interpellé Mamadou Koulibaly, le mettre dans un cargo de police. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été massacrés, qui ont été tués dans les manifestations, qui auraient voulu être interpellés aussi simplement et être relâchés quelques heures après retrouver leur famille. Malheureusement, ils n'ont pas donné ce choix-là les Ivoiriens. Les manifestations sous ce régime du FPI, mais vous pourriez dire adieu à vos familles lorsque vous étiez interpellé dans les manifestations. Monsieur, vous êtes le conseiller technique du président Alassane Ouattara, chargé de la jeunesse et des sports. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase où nous courons vers le 30 octobre pour le référendum pour cette troisième république. En tant que chargé de la jeunesse, le conseiller du président chargé de la jeunesse, quelles sont vos attentes au niveau de la jeunesse ivoirienne? J'ai eu une rencontre fort intéressante avec les jeunesses communales de Côte d'Ivoire il y a quelques jours, justement pour analyser avec eux les avancées au niveau de la jeunesse par rapport donc à cette nouvelle constitution. Et vous avez l'article 34 de la constitution qui consacre des droits pour cette jeunesse, droit à l'épanouissement, droit à l'insertion, même pour les jeunes filles. Cette constitution interdit toute forme de discrimination ou de violence à l'égard des jeunes filles. C'est la première fois que la situation des jeunes, et notamment leurs préoccupations d'insertion, est insérée dans une constitution dans notre pays. Aujourd'hui, ces jeunes ont des droits opposables à l'État, opposables aux collectivités publiques, qui ont des obligations aujourd'hui constitutionnelles à l'égard de ces jeunes. C'est une avancée. J'ai reçu aussi des jeunes artistes qui avaient aussi des préoccupations.
nous avons constaté ensemble que cette constitution leur donne des droits acquis en termes donc, de protection de leurs œuvres artistiques, en termes de valorisation de la culture ivoirienne. C'est une constitution progressiste. C'est une constitution où vous avez différentes couches qui se retrouvent. On peut même quitter le pan de la jeunesse. Le fait de constitutionnaliser le statut de nos chefs traditionnels, qui sont les garants de nos traditions, dont on sait quel est le poids dans nos sociétés. C'est une manière aussi de valoriser nos coutumes et surtout, et donc c'est une originalité de notre démocratie, et surtout reconnaître le rôle d'agent de cohésion sociale de nos chefs, puisqu'il est dit que tous les conflits ne sont pas forcément réglés à la justice. On sait le rôle que jouent nos chefs. C'est pour cela que je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel de nouveau, comme ça a été fait par le chef de l'État, à l'ensemble des Ivoiriens, mais surtout à la jeunesse. Parce que la paix et la stabilité pour un long terme, c'est les conditions favorables d'épanouissement qui sont créées pour cette jeunesse-là. Nous devons être les premiers à nous approprier cette constitution et la défendre. Ceux qui aujourd'hui s'opposent à la constitution sont ceux qui, pendant des dizaines d'années ou pendant une dizaine d'années, ont plutôt vu la jeunesse comme un instrument de combat, l'ont instrumentalisé sans être capable de lui offrir quoi que ce soit. On va vous concéder. Vous êtes très jeune, Touré Mamadou, vous êtes conseiller déjà du président Alassane Ouattara. Vous envisagez vous lancer dans les élections, vous êtes candidat à la loi pour les élections législatives à venir. Qu'est-ce qui vous fait courir? Mais je ne cours pas, je ne pense pas qu'en politique on soit obligé de courir. Je ne suis pas très jeune, j'ai 40 ans. J'ai un parcours politique que j'ai commencé très jeune. J'ai milité au RDR, j'ai été dans des associations panafricaines de jeunesse, donc j'ai milité pour les causes de la jeunesse au niveau panafricain. J'ai été porte-parole du candidat Alassane Ouattara en 2010. Je suis membre de la direction du RDR, secrétaire national, porte-parole adjoint du RDR. Je suis membre du directoire du RHDP. J'ai été porte-parole du candidat Alassane Ouattara en 2015. Vous pouvez me concéder qu'après tout ce parcours, je puisse prétendre au moins avoir un poste de député. J'ai des convictions, je le dis à certains de vos confrères, j'ai des convictions. C'est vrai que le président Ouattara a été l'élément déclencheur de mon engagement politique parce que toutes les valeurs auxquelles je crois, je les retrouve en lui. J'ai des convictions pour ma communauté, mon pays, pour mon continent, pour le monde. Et ces convictions-là, je les exprime au mieux aujourd'hui avec le président Ouattara qui a créé les meilleures conditions. Je suis contre le fait qu'on infantilise et nous refusons d'être infantilisés. Vous savez, je viens des États-Unis à 39 ans. Martin Luther King a fait beaucoup de choses aux États-Unis. On ne pouvait pas le considérer comme très jeune. Très souvent, j'ai la chance d'avoir eu cette opportunité d'être conseiller à la présidence de la République. C'est une lourde responsabilité. Je remercie le président Ouattara de m'avoir fait confiance. Mais il y a encore d'autres jeunes qui peuvent aussi aspirer à avoir des responsabilités. Il faut que nous sortions dans nos différents partis politiques, nous sortions de la logique d'instrumentalisation des jeunes ou d'infantilisation des jeunes. Nous sommes prêts, c'est notre temps, nous l'assumons de par les différentes fonctions que nous avons et nous comptons l'assumer politiquement en allant à la recherche d'une légitimité locale pour prendre notre place dans le débat démocratique de nos différents pays et faire avancer nos pays, faire avancer notre continent. Monsieur Touré Mamadou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur Apodi.com.